politique au Sénégal que valent les... En prison n'a pas été approché. Animés. Voilà, et je pense que c'est un recul. Ah oui? Ou bien un surplace, ou bien un statu quo regrettable. Et vraiment, je suis déçu parce que ce dialogue-là, on s'attendait à ce que, qu'il épargne aux Sénégalais, n'est-ce pas, encore des problèmes autour de ces deux articles-là. Et on sait que maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, surtout après avoir tenu un discours populiste sur les questions de liberté publique, alors vous devrez, n'est-ce pas, poser des pas qualitatifs en termes de liberté publique. Parce que ce que je veux dire, c'est que pour être très clair, nommons les choses clairement. Pourquoi le pouvoir freine des quatre fers sur ces deux questions selon vous? Pour raison populiste, c'est-à-dire que quand vous voulez arriver au pouvoir, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais quand vous arrivez au pouvoir et que vous voulez conserver le pouvoir, l'état d'esprit change. Parce que maintenant, qui est au pouvoir, n'est-ce pas, c'est la coalition Diomaye Diakhar Faye qui est au pouvoir. Et, n'est-ce pas, le PASTEF comme parti politique, parce que le PASTEF est au pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc voilà les deux piliers du pouvoir actuellement, n'est-ce pas, au Sénégal. Mais il faut se rendre compte que, n'est-ce pas, les gens influents de la coalition au pouvoir, la coalition président Diomaye Diakhar et parti PASTEF, Ousmane Sonko en l'occurrence, n'est-ce pas, actuellement, ils sont dans une situation de volonté de conserver le pouvoir. Ils ne sont plus dans une situation de lutter parce qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc, je ne sais pas quel philosophe le disait encore. On peut être un monstre politique. Quand on va à la quête du pouvoir, on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour y arriver. Quand on arrive au pouvoir, on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour le conserver. Quand on perd le pouvoir, on pense qu'on peut faire tout pour le reconquérir. À PASTEF, on ne le dit pas comme ça. On pense qu'il faut conserver ces articles pour protéger les institutions, notamment l'institution présidentielle, le président de la République. Et est-ce qu'il disait la même chose avec le régime sortant? C'est là. Donc, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pour qu'on puisse analyser qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui a changé pour moi. Un seul paramètre, c'est l'accès au pouvoir. C'est-à-dire que le PASTEF... Passer d'opposant au tenant du pouvoir. Oui, c'est pourquoi je ne dis, mais pas seulement PASTEF, je dis, voilà, c'est pourquoi j'ai dit la coalition. Parce que souvent, la dualité est telle que de plus en plus, j'entends même des intellectuels, de plus en plus qui se complaisent dans cette affaire de oui, on ne sait même plus tellement, mais il faut admettre que il y a Diomaye et Sonko qui sont au pouvoir. Donc, mais quand même, c'est la coalition Diomaye Diakhar Faye qui est au pouvoir et le président c'est Diomaye. Et ensuite maintenant, effectivement, au niveau législatif, la majorité c'est PASTEF. Mais ce que je dis, c'est que c'est la coalition et n'est-ce pas le parti PASTEF qui sont au pouvoir et que maintenant ils sont en position de conserver le pouvoir. Donc quand ils étaient dans l'opposition. Nous revenons à vous tout à l'heure. Madame Assignaye, journaliste, vous en avez vu, vous avez couvert des périodes plus tendues, et là on interpelle le journaliste. Vous avez couvert donc des périodes plus tendues, mais où la liberté de ton était peut-être réelle. Aujourd'hui, les journalistes sont censurés, certains condamnés, d'autres intimidés. A-t-on reculé, Madame Ba? Écoutez, la question elle est beaucoup plus compliquée que a-t-on reculé, parce que il faut quand même voir un peu d'abord dans la profondeur historique ce qui s'est passé. Et tu as commencé par dire que la liberté d'expression est le fondement de l'État démocratique. En réalité, le fondement de l'État démocratique, c'est la sécurité. L'État est créé pour assurer d'abord la sécurité. C'est seulement quand ça s'est créé que tu peux avoir d'autres libertés, etc., etc. Donc, le pouvoir, n'importe quel pouvoir, a comme ADN, son maintien au pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir qui arrive pour créer les conditions de son propre. Du fait, justement, que la sécurité est la raison d'être d'un État, assurer aux populations une sécurité leur permettant d'avoir de la liberté d'expression, d'avoir du travail, etc., etc., tout est bon lorsqu'il s'agit de maintenir au pouvoir, de mettre en avant les principes de sécurité avant les principes de liberté. Dès que cet opposant arrive au pouvoir, on trouve les vertus nécessaires pour maintenir ce sur quoi on se battait auparavant. Ça, c'est un principe que l'on trouve partout. Je prends simplement l'article sur l'offense au chef de l'État. L'article 80.
Non, je crois que même avant c'était l'article 80. C'est pourquoi d'ailleurs les gens continuent à dire l'article 80. Moi, quand j'étais syndicaliste, c'était l'article 80. Et dans tous les manifestes, partout, c'était la lutte contre l'article 80 qui était à l'époque offense au chef de l'État. Je crois que maintenant... On n'avance pas, vous voyez. Donc, ça a été poussé à article 254, je crois. 254. D'abord, l'offense au chef de l'État n'était pas un article qui visait le chef de l'État en place. À l'époque, avant l'indépendance d'ailleurs, c'était un article qui visait à protéger les chefs d'État étrangers. C'est-à-dire qu'il y avait un délit spécifique concernant quelqu'un qui insultait ou diffamait ou disait quelque chose de mal contre un État étranger, un chef d'État, parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir des interférences diplomatiques, etc. etc. Des implications On l'a internalisé, ça devient offense au chef de l'État. Le principe de l'offense, c'est quoi? Le principe de l'offense, c'est que c'est celui qui se sent offensé qui définit qu'il est offensé. Quand je dis Aliou, tu as une belle tête, tu peux estimer que tu es offensé et que je suis en train de me moquer de toi avec ton bon aile fondé, comme le mien d'ailleurs. Donc tu t'estimes offensé. Si je le dis du chef de l'État qu'il porte un boubou très joli, il peut estimer que je l'offense parce que je me moque de lui. Et du coup, l'offense au chef de l'État n'a aucun sens dans un système démocratique. Ablaye Wade s'est battu pendant longtemps contre ça. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas changé. Il a continué. Macky Sall contre ça, il n'a pas changé. Le pouvoir actuel s'est battu contre ça, ils n'ont pas changé. Apparemment. Tu peux même dire que ça, il faut la loi. Mais prenons un arrêté. L'arrêté Ousmane Ngom qui interdit les défilés en centre-ville. Qui ne l'a pas condamné? Tout le monde l'a condamné. Personne ne l'a jamais changé. Alors qu'il s'agit d'un arrêté, c'est-à-dire qu'il suffit seulement que le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense que les réformes en profondeur, institutionnelles, démocratiques, d'élargissement des libertés dans un pays ne peuvent être réalisées que par un gouvernement de transition. Par quelqu'un, un gouvernement, une structure qui est là pour 1 an, 2 ans, qui est connu pour être là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui après part. Sinon, toute mesure que tu prends est interprétée par les gens comme tu sieds la branche sur laquelle tu es assise. Et il ne faut pas aussi oublier que le président de la République, supposons même que le président de la République, qui est quand même signataire du pacte de bonne gouvernance, dise, ok, on va mettre en œuvre toutes les réformes institutionnelles qui ont été proposées par la Commission nationale de réforme, parce que tout cela, on l'a déjà proposé. Hein. Vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Qu'il veuille le faire. Mais lui, il n'est pas seul. Il a un parti derrière lui, il a des partisans derrière lui, il y a des gens qui profitent du système derrière lui, et tous ces gens-là, c'est des forces d'inertie, y compris des marabouts, y compris des chefs d'église, y compris, etc., etc. Vous savez, au Sénégal, des groupes de pression de marabouts, de prêtres, de journalistes, d'économistes, ouais, qui ont leurs intérêts et qui tiennent à leurs intérêts. Je vous assure, réformer, c'est pas facile. Alors, mais vous nous parlez peut-être d'une transition, mais il faut que le pays soit en crise pour ça. Or, le Sénégal n'est pas dans cette situation que je cherche. Oui, mais attends, allô, quelles ont été les grandes avancées démocratiques qu'il y a eu dans ce pays? En tout cas, pour parler peut-être de l'histoire récente du Sénégal, en tout cas, le code consensuel de 92 est... Mais justement, c'est-à-dire que... exemple intéressant. C'est-à-dire, en un moment, tu as une rupture qui est créée par un événement historique monumental qui crée une synergie nationale auprès d'un leader. Senghor, quand il était là, on sait comment fonctionnait le pays. Le pays était dans un bouillonnement qui était couvert par... disons, par nos faits sociaux qui nous permettent un peu de paraître très mou. Et quand Senghor est parti, Abdou Diouf avait compris parfaitement qu'il fallait ouvrir un peu. Ouais. Et donc, il a fait les ouvertures nécessaires. Mais il l'a fait aussi avec une classe politique qui n'est pas la classe politique actuelle. Il faut aussi se rendre compte que le Sénégal a changé du point de vue de son leadership, du point de vue du profil même des gens qui nous dirigent. Et vous n'avez plus des Ablaye Bathily et des Cheikh Anta Diop. Vous avez des jeunes qui sont formés, mais qui, eux, ont une autre perspective sur la façon de faire fonctionner un État. Et
à ces jeunes-là, vous avez autour aussi des gens qui rêvent encore du grand soir. Et donc, c'est très compliqué, toutes ces questions-là. Vous passez à la gauche. Je pense à moi-même. Je pense à moi-même. Alors donc, Imam Kanté, vous avez entendu le doyen Mademba As Ndiaye. Hein, la victoire peut-être d'Aïssa Diop Fall, une continuité, Aïssa Diop Fall qui est journaliste contre le ministre de la Communication, est-elle de ce point de vue un tournant ou une juste exception dans un climat globalement inquiétant? Bon, le climat est globalement délétère, anxiogène. Est-ce que vous pouvez rester 1 heure de temps, 1 semaine sans entendre que quelqu'un a été convoqué à la DIC pour telle ou telle raison, etc., etc. Je me rappelle pas tellement d'une telle ambiance, d'un tel nombre de personnes convoquées pour telle ou telle raison. Aussi les chemins. De toute façon, je parle sous le contrôle de. Mais est-ce qu'avec avec moins d'ampleur peut-être. Je pense, avec une telle cadence quand même pour le nouveau régime sur 1 an. Je pense que la cadence est on parle d'une centaine extrêmement accélérée de personnes qui ont été convoquées, mises en prison, d'autres peut-être relâchés après. Mais de toute façon, vous pouvez prendre déjà des gens comme Imam Kanté peuvent être soupçonnés d'être anti-Pastef ou bien anti je sais pas quoi et quoi, c'est pas mon problème. Mais vous pouvez prendre au moins des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-Pastef ou bien anti le pouvoir en place, etc. Je veux nommer par là Alioune Tine et Gassama. Africa Jam Center. Oui. Gassama, d'Amnesty International, section Sénégal. Même eux sont inquiets. Ah oui? Ben oui, quand on voit leur sortie, leur publication, ils sont en train de vouloir tempérer le pouvoir actuel. Ça, tout le monde le constate. Donc ça, c'est pas l'opinion de Imam Kanté. Par exemple, sur l'arrestation de Moustapha Diakhaté, Alioune Tine a dit que ça faisait des héros. Voilà. Donc c'est pas une appréciation positive pour le pouvoir. Pour Sidi Gassama, la même chose. Il faut réformer ces articles-là, voilà, et par exemple, le chef de l'État, il peut porter plainte s'il s'estime offensé, mais c'est pas la peine de garder cet article. Donc ça, c'est pas l'opinion d'Imam Kanté. Donc, c'est pas par hasard que j'ai cité ces 2 personnes-là. Donc, c'est là où j'ai parlé de surplace ou même de recul. Si on n'avance pas, on recule. Donc, par contre, là, j'ai un peu peur de l'avis un peu de Mademba sur cette question sécuritaire. J'ai un peu peur de cette façon de voir la chose parce que ça peut ouvrir un boulevard à la dictature au nom de la sécurité. Peut-être qu'il est dans la théorie du pouvoir. Oui. Ouais, il est dans non mais attendez, ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement, regardez, au Mali, au Burkina, en Guinée, tous ces 3 pays-là, actuellement justement, c'est au nom de la sécurité. Au nom de la sécurité, on est en train de faire du grand n'importe quoi. Tout à fait. Et regardez aujourd'hui au Mali ce qui se passe. Quelqu'un efface tous les partis politiques, presque tous les médias, tous les alors qu'on attendait un agenda de transition. Il fait l'extrême inverse. Tous les activistes qui avaient combattu le pouvoir sortant sont presque en prison. Presque tous, ou bien ils ont fui. Et on a vu l'imam vous avez vu mon collègue Diko, votre collègue parti en Algérie, qui s'est exilé, je crois. En tout cas, il est parti quelques mois, il était parti, je sais pas, en Arabie Saoudite, en Algérie. On l'entend plus. Oui, il risque sa vie. Oui, on peut être sur un plateau ici dire ce qu'on pense, mais il risque sa vie là-bas à Bamako. Ça, c'est clair. Donc, ça, si c'est pas un recul, c'est quoi? Maintenant, justement, au nom de la sécurité, c'est pourquoi j'ai peur un peu de cette affaire-là. Même Hitler est arrivé au pouvoir un peu en brandissant cette question de la sécurité de l'Allemagne, de l'humiliation de l'Allemagne, etc. Donc, il y a aussi, j'ai peur que cela arrive au Sénégal mais justement, on parle d'exception sénégalaise. Bon, mais je considère que aucun pays n'est à l'abri de la dictature, de l'abus des despotes, etc. Donc si on ne fait pas attention... on voit que même aux États-Unis, voyez. Avec Donald Trump qui est là, peut-être... Regardez ce qu'il est en train de faire. Mais oui, mais plus qu'autoritaire. Voilà, même s'il y a quand même des institutions qui cherchent à le bloquer. À résister. Qui cherchent à résister. Donc vous voyez cette dynamique-là qu'on voit actuellement dans le monde, où effectivement, arrive au pouvoir en Europe, c'est l'extrême droite qui est en train de prendre le pouvoir. On a vu Trump aux États-Unis, etc., etc. Donc, c'est ces gens-là, en France, le grand problème aujourd'hui, c'est comment faire en sorte pour que la présidentielle
ne soit pas gagné par l'extrême droite. Alors que c'est très probable. Qui est dans l'antichambre, en tout cas. Oui. Donc, j'ai peur pour notre pays, pour le Sénégal aussi, que nous soyons influencés négativement par cette dynamique mortifère, autoritaire, n'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention. C'est maintenant que ce sera trop tard après, Aliou. Ce sera trop tard après. C'est maintenant que des gens comme Mademba, comme moi et d'autres, avec leur propre façon d'analyser la chose, mais au moins de se mettre d'accord sur le respect, n'est-ce pas, de certains principes fondamentaux d'un État, n'est-ce pas, de droit. Sinon, ce sera trop tard. Justement, je pose la question. Et donc, cette question de la victoire, entre guillemets, de Aïssata Diop Fall, le journaliste, oui. Mais c'est à saluer. C'est à saluer parce que tout simplement, le ministre a pris un certain nombre de mesures, même si formellement, il s'est justifié par le fait qu'on applique le code de la presse. Mais le ministre aurait pu, je pense, dans sa démarche, être plus humble, plus inclusif, et surtout se rapprocher encore un peu plus des spécialistes du droit, n'est-ce pas, se faire conseiller avant de prendre certaines mesures. Et donc, il aurait pu éviter lui-même, aujourd'hui, cette défaite. Le ministre lui-même, s'il avait pris une démarche, comme j'ai dit, voilà, il aurait pu éviter cette défaite-là. S'il avait en confrontation permanente avec les journalistes. Mais c'est pas bon. Ouais. Mais voilà, c'est pas bon. Non. Pourquoi être en confrontation permanente? Il faut plutôt être en relation de collaboration. Mais attendez, un pays, c'est pas seulement l'exécutif. Les médias ont joué leur rôle. Même si aujourd'hui Pastef vient au pouvoir, c'est parce qu'il y a une structure médiatique et une dynamique médiatique très intéressante au Sénégal. Un écosystème qui a permis ça. Bien sûr, qui a permis ça. Donc, il faut conserver, n'est-ce pas, cet état d'esprit-là, n'est-ce pas, de médias qu'il faut accompagner, etc. Maintenant, je ne dis pas que c'est parfait de ce point de vue-là, dans ce secteur comme dans d'autres secteurs. Donc là, je pense que le ministre va en tirer les leçons et que de toute façon aussi, il faut applaudir cette autonomie de décision de nos institutions judiciaires, parce que la Cour suprême a traité le dossier comme il faut et a donné tort au et justement, et ça, c'est rassurant. Et ce silence ambiant de nos intellectuels, j'aimerais vous entendre sur ça. Vous en faites partie, les universitaires, les figures de la société civile, en tout cas. Est-il justifié, ce silence, cette volonté, ce silence-là, c'est justifié par une volonté de stabilité ou révélateur de malaise? C'est vrai qu'il faut relativiser. Silence. Il y a certains qui s'expriment. Il y a aussi des universitaires qui assument carrément leur position pro-pouvoir, donc qui sont des membres même du parti au pouvoir, ou bien de la coalition Diomaye, ou bien de Pastef, et donc qui sont des universitaires que je respecte, qui s'expriment et donnent leur point de vue, etc., qui ont peut-être tendance tout le temps à tout justifier venant du pouvoir parce qu'ils sont, n'est-ce pas, pris au piège peut-être de leur posture partisane, mais en face, il me semble qu'il n'y a pas assez de voix discordantes qui soient bâties justement sur un argumentaire intellectuel. Donc, si vous dites silence, c'est comme ça que je le vois. Il y a tellement d'intellectuels au Sénégal qu'effectivement, je suis étonné qu'on cite 2 ou 3, 4 personnes, n'est-ce pas, pour dire que voilà, actuellement, des voix discordantes par rapport à la gouvernance du pays. Donc, ce n'est pas question d'être anti-telle personne ou bien anti-tel pouvoir, mais question tout simplement d'animer le débat public par un argumentaire intellectuel. Ça ne peut être qu'une bonne chose, une bonne dynamique pour le pays. Alors que le contraire ne peut que tirer le pays vers le bas. Donc il faut que les intellectuels prennent leurs responsabilités de ce point de vue-là. Alors Madame Asniaï, vous qui avez connu les années où les intellectuels quand même faisaient le travail correctement, les sentaient prendre la parole, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, qu'on sente qu'ils s'absentent un peu du débat, on ne les sente plus sur l'espace public? Qu'est-ce qui s'est passé selon? Ce qui s'est passé, c'est les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde estime à pouvoir dire ce qu'il veut sur n'importe quel sujet et même avoir plus d'influence que les sachants. Quand il y a un brouhaha, surtout, ceux qui savent se taisent. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où les positions de Imam Kanté sur un point de la jurisprudence islamique peuvent être contestées
par n'importe quel kidam comme moi, qui va dire que Imam Kanté raconte des histoires. Vous pensez que c'est lié à la peur? Alors qu'il n'est même pas... C'est pas de la peur, c'est... Pourquoi je vais débattre avec des gens qui vont m'insulter alors qu'ils n'ont aucune connaissance du secteur sur lequel moi je vous parle? Ça c'est un... Non, ça c'est un. Très bien. Ouais. Deuxièmement, je crois que les intellectuels sénégalais, régulièrement, ont ce problème des 2 premières années d'un pouvoir nouveau. Parce que 2 ans auparavant, ils soutenaient... Mais voilà ce que je voulais vous rappeler d'ailleurs. Ils ont soutenu Abdou Diouf. Abdou Diouf, quand il est venu, les intellectuels étaient un peu, excusez-moi le terme, emmerdés. Parce que c'est quelqu'un sur lequel ils fondaient des espoirs de changement et qui avait immédiatement commencé par l'ouverture démocratique, puis les états généraux d'éducation et de la formation. Et donc, on dit, OK, on lui donne un temps pour voir un peu ce qui va changer. Et c'est ce temps-là qui... Macky Sall en a bénéficié aussi. Si on regarde les premières années de Macky Sall, certainement, il y a eu des silences sur des choses qu'on reprocherait à Wade immédiatement. Aujourd'hui, il y a des choses, Macky aurait fait ça, les gens auraient sauté, parce que ça ne se fait pas. Mais on se dit, OK, ils viennent d'arriver au pouvoir, et puis on regarde. Et je pense que c'est un peu ça la situation qui fait que les gens disent, mais où sont les intellectuels qui parlaient avant? Je crois qu'ils sur certaines dérives, on peut marquer le silence, garder oui, mais de toute façon, silence-là, malgré tout. Il y a aussi ce qu'on appelle la VAR qui existe. Et je pense qu'il faut rappeler aux gens simplement leur position sur ces questions-là, quand on était sous Macky Sall, ou sous Abdoulaye Wade, ou sous Abdou Diouf. Et je pense que, de ce point de vue, moi, de toute façon, je ne peux forcer personne à avoir un point de vue. Les gens sont libres d'avoir des points de vue ou de ne pas avoir des points de vue. Moi-même, je me tais. Donc, si d'autres se taisent parce qu'ils veulent se taire, je ne vais pas les critiquer pour cela. Sauf qu'ils avaient parlé avant. Parce qu'ils avaient parlé avant en soutenant le changement. Ah ben voilà. Que quand il y a un changement, tu es obligé, d'une certaine façon, d'attendre un peu et d'essayer d'influer peut-être en dessous pour faire changer les choses. Une fois qu'on se rend compte que vraiment ça ne va pas changer, peut-être qu'en ce moment-là, ils vont avoir leur attitude avant. Moi, je crois qu'il faut toujours faire attention à... Vous savez, vous avez parlé du cas d'Aïssatou Diouf. Je vois les gens qui s'émerveillent, un juge a osé prendre... Mais le juge le plus courageux du Sénégal, le juge qui est à la base de la liberté de la presse au Sénégal, il l'a fait sous Senghor. Et sous Senghor, les gens n'osaient pas élever la voix. C'est quand Abdourahmane Cissé a porté plainte contre Senghor parce que son journal a été fermé. Tout le monde pensait que la Cour suprême allait suivre Senghor, parce que Senghor était tout puissant. La Cour suprême a jugé que c'était illégal de fermer une presse privée dans ces conditions. Et ça a ouvert la porte à la presse privée. Donc, moi, quand le ministre prenait ses positions, ses décisions, je me disais, bon, le ministre, est-ce qu'il est bien conseillé par les gens? Vous étiez sûr et certain qu'on allait casser la décision. On ne peut pas fermer un journal dans ces conditions, parce que si tu le fais, on va fermer RFM, on va fermer la Société nationale Sonatel. Pourquoi? Parce que les conditions d'existence d'un journal sont différentes de la violation de loi à l'intérieur du journal. Quand un journaliste n'est pas payé, ce n'est pas une raison pour fermer le journal. C'est un conflit entre le journaliste et son patron. Tu ne peux pas dire le patron ne respecte pas la loi dans ses relations avec les employés, donc je ferme le journal. Non. Lui, les raisons pour lesquelles il existe sont toujours là. Récépissé, directeur de publication Nangam Nangam, journaliste, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec relation employeur-employé. Tant que ça s'est respecté. Bon, maintenant, comme dit Kanté, je pense que... et puis, autre chose qui peut expliquer un peu la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Je rêvais, je pensais que ça n'allait pas se faire. Je crois qu'il faut éliminer les délits d'opinion. Le délit d'opinion n'a pas de sens. Le délit de diffamation a un sens. Le délit d'insulte a un sens. Je n'ai pas le droit de diffamer Imam Kanté. Je n'ai pas le droit de t'insulter. Ça, c'est des délits qui existent. Et je pense que moi, je ne peux pas défendre quelqu'un qui insulte. Mais le délit d'opinion, c'est la liberté donnée à un homme politique, à une femme politique, de donner son point de vue, parce que c'est apparemment ça qui est même interdit, de donner son point de vue. Ah oui, c'est ce que vous avez senti sur la démarche protocolaire, me semble quand même un peu trop par rapport aux avancées démocratiques du Sénégal. Cela s'explique.
là, je vais vraiment au fond de quelque chose qui vous tient à cœur. Qui me tient à cœur. Je crois que dans l'analyse des réactions de nos gouvernements aujourd'hui, que ça soit au Sénégal en particulier, parce que c'est mon pays, ou même dans d'autres pays comme Burkina et autres, vous avez l'émergence d'une génération de politiciens qui n'accordent pas trop d'importance ou ne voient pas trop bien les capacités de la communauté internationale à faire pression sur eux. Des gens comme Abdoulaye Wade, Macky Sall, Abdou Diouf étaient très sensibles au point de vue de l'Union européenne, de la France, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, sur leurs propres pratiques internes. Et donc, faisaient le maximum pour éviter qu'on les traite de régimes liberticides, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez une classe politique qui met en avant la souveraineté, souverainisme, et qui, au nom de ce souverainisme-là, estime pouvoir prendre des décisions sans se soucier de ce que l'opinion internationale peut penser. Sans croire que l'opinion internationale peut avoir des influences sur leur capacité même à mettre en œuvre leur propre souveraineté. Et je pense que c'est un apprentissage. On va voir un peu ce que ça va donner dans le futur. Et on va voir ce que ça va faire. Mais je pense qu'il y a une réflexion déjà à avoir sur ce qui se passe. Je dois aussi dire une opinion que, et même quand elle a dit, je veux quand même repréciser, pour moi, sécurité n'est pas antinomique à démocratie. Et je pense qu'un système démocratique, c'est un système aussi qui garantit la sécurité. Il n'y a aucun risque. Et je pense qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à détention provisoire pour des délits d'opinion. Le délit d'opinion ne doit entraîner que de la flagrance. Le juge juge si ça existe dans la loi, et puis c'est tout. Mais je pense que quand même... Mais il faut aussi comprendre, et je crois que je suis un peu gêné pour le dire, parce que je ne pouvais pas le penser de certains gens qui sont quand même mes amis, que le but ultime est qu'il y ait un discours unique. Ah oui? Moi, j'ai vu quand même quelqu'un de très respectable, que moi j'ai respecté en tout cas dans les YouTube et autres là, dire que nous, pouvoir, on doit identifier les journalistes bons et la presse mauvaise, appuyer la bonne presse et combattre la mauvaise presse. On ne dit pas ça quand on gouverne un pays. Un pays, c'est la mauvaise presse plus la bonne presse. C'est les bons journalistes plus les mauvais journalistes. Et comme on est dans un pays, toi, je te dis, tu es jeune journaliste, quand quelqu'un te dit tu es un bon journaliste, méfie-toi. C'est parce que tu penses comme lui. Le jour où tu vas penser autrement, il va dire que tu es un mauvais journaliste. Et on est là en train de caractériser tout le monde, de bon ou de mauvais, sans se soucier de est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas. C'est le statut même de la vérité dans ce pays-là qu'il faut questionner maintenant. La vérité dépend de celui qui a dit. Et je pense qu'il faut réfléchir soit au rôle de l'Assemblée nationale et la rendre Assemblée nationale, ou alors on réduit au minimum, et puis voilà, on donne au président tous les pouvoirs comme c'est le cas actuellement, et puis il en distribue au Premier ministre s'il veut, et puis on passe. As Madame Ndiaye, sacré As Madame Ndiaye. Alors, Imam Kanté, je vous vois sourire, hein. J'aimerais rebondir un peu sur les intellectuels. Hein. Dans un pays qui a toujours su compter sur une société civile vive, des intellectuels debout, des imams, des écrivains en tout cas de qualité, des universitaires à la parole forte, le silence d'aujourd'hui interroge. Faut-il avoir peur? Oui et non. Pour la démocratie sénégalaise. Oui et non. Il faut toujours. Le silence face aux dérives du régime actuel. Ben oui, de ce point de vue-là, il faut avoir peur. Je me suis assez exprimé sur ce point-là en disant que c'est maintenant ou sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut prendre la responsabilité d'une parole publique argumentée. C'est ce qu'on attend d'un intellectuel. C'est très dangereux pour un intellectuel de ne pas jouer ce rôle-là et donc d'abandonner le pays, n'est-ce pas, à des postures partisanes et de compétition de pouvoir. C'est dangereux. Objectivement parlant, c'est dangereux. Et on a des exemples. Si aujourd'hui, par exemple, vous voyez à côté qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, au Mali, au Burkina, en Guinée, etc., et ce qui s'est passé en Gambie avec Yaya, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, personne n'osait, n'est-ce pas, porter la réplique, et après, ça fait un emballement, un engrenage infernal. Il y a eu un boulevard. Et après, voilà. Et après, ça arrive toujours. Cette valeur ajoutée que nous avons, justement, ce qu'on appelle soit exception, soit contrat, etc., ce sont les intellectuels
qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'avoir cette valeur ajoutée-là. C'est pas autre chose. Donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'il y ait un pouvoir, n'est-ce pas, que les intellectuels vont caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas. Et moi, je m'en fous de quel pouvoir il s'agit. Si c'était un autre pouvoir que Pastef aussi, j'aurais dit la même chose. Très bien. J'ai critiqué beaucoup le pouvoir sortant. Quelqu'un a dit, ah ben Imam Kadi, je pensais qu'il était anti, je sais pas, Macky, etc. Mais là, je pense qu'il est plutôt anti-Pastef. Finalement, il est où? Je dis, je suis content qu'on ne puisse pas me mettre quelque part. Très bien. Maintenant, donc, je crois que cette responsabilité-là doit être assumée par les intellectuels. Ils le doivent à leur pays. Ils le doivent à leur pays, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas laisser votre pays, n'est-ce pas, tomber dans des travers, n'est-ce pas, en sachant que vous avez compris la dynamique parce que vous êtes intellectuel et que vous auriez pu anticiper, en tout cas, au moins mettre votre parole dans l'espace public. D'accord. Alors, donc, derrière les mots imam, la trésorerie, on va avancer. Le FMI qui attend, il ne décaisse pas, il demande des explications sur une dette cachée, on le sait, révélée par le Premier ministre. Et pendant ce temps, le Sénégal qui retourne pour la énième fois sur le marché de l'UEMOA, sous-régional en tout cas, pour chercher 76 milliards. Madame Asniaï, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière? Il y a à comprendre si on a des explications rationnelles de la part de personnes qui savent. Cette histoire de dette cachée, non cachée, transparente, etc., j'avoue que je suis un peu dans le flou. Parce que j'estime que je peux avoir une pensée par rapport à ça. Parce que je suis je sais lire, hein. Mais ça, c'est des questions essentielles sur lesquelles des gens discutent. Et même quand tu parlais tout à l'heure des intellectuels, sur ces questions-là, moi, si j'entends Ahmadou Ali Mbaye, si j'entends Chérif Salif Sy, des économistes, des gens des universitaires, que je sais qu'ils savent, ou Nongo Silla, ou d'autres d'ailleurs, qui peuvent expliquer, je peux les écouter, parce qu'ils seront dans une position d'équilibre par rapport aux accusations, par rapport au rôle du FMI, de la Cour des comptes, etc., qui peuvent expliquer. Ça, c'est différent d'une position primatoriale, donc politique, sortant un document disant il y a une dette cachée, donnant ça à la Cour des comptes pour vérification. Il me semble d'ailleurs que le rapport de la Cour des comptes concerne plus sur le document qu'on lui a présenté et non sur les comptes publics. Après, on dit le FMI attend je ne sais quoi. Enfin, tout cela, pour moi, c'est assez complexe pour mon petit cerveau. Donc, j'attends un peu d'y voir clair. Mais de façon globale, s'endetter n'est pas quelque chose de mauvais pour un État. Il ne sert à rien. Le souverainisme est un mot creux si on n'a pas les moyens pour le réaliser. Donc, on va emprunter sur le marché national et international. Je pense que c'est normal pour un pays de l'Est. Que tu as les capacités pour payer, ça, après, on verra. Mais là, Madame Asniaï, on voit que presque toutes les semaines, on se rend sur le marché régional, parce que peut-être qu'il y a une tension de trésorier, peut-être que c'est parce que les FMI refusent de mettre la main à la poche. Si les FMI met à la main de la poche, ça ne sera pas 1000 milliards, ça sera 200 milliards, etc. Donc, ça ne comblera rien, pas les besoins de financement. Les eurobonds et tout ça, c'est du sous-le-bouquet partout. Mais dans le monde entier, tu prends des dettes à court terme à des taux très élevés. Ouais. Pour les payer, tu prends d'autres prêts. encore. Et puis, mais ça, les pays ont des... Tu sais, moi je suis très indulgent pour voir là. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis que comment payer les salaires tous les fins de mois? Je disais à quelqu'un qui était un ami du Pastef, je dis, écoutez, si vous prenez le pouvoir, c'est bon pendant... Mais le 25e jour, le ministre des Finances va dire au président, monsieur le président, il manque 5 milliards à payer aux fonctionnaires. Moi, j'attendais moins que l'État actuel, que le régime crée des emplois comme promis, parce que ça aussi... Bon, vous savez, les promesses, quand on pense qu'on n'aura pas le pouvoir, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je peux vous dire, demain, si vous m'élisez, je vous vends le kilo d'huile à 25 francs. Et si vous m'élisez, je vous dis, je ne peux pas le faire parce que le régime précédent là a tout gâté. Donc, ça, c'est des discours qu'on comprend. Moi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, par contre... Je ne vous coupe pas, mais ça peut... moi, je trouve un lien entre ce que vous avez dit et ce qui se passe actuellement en termes... Je dis carrément... Parce que moi, je suis dans le contrôle de l'action publique. Ouais, oui, moi, j'étais formé par IED Afrique.
Voilà, vous savez. Eh ben, donc, je suis dans ça. On me dit, vous n'êtes pas engagé politique. Pour l'instant, je suis dans la société civile. Contrôle de l'action. Et c'est prévu par la Constitution. C'est un droit qui est donné aux citoyens, pas seulement aux politiques. Et maintenant, je vois un lien avec ce refus, je le dis carrément comme ça, ce refus du gouvernement actuel, eh bien, de produire le rapport d'exécution budgétaire pour le dernier trimestre. Qu'on ne voit toujours pas. 2024 et pour le premier trimestre 2025. Qu'est-ce qui explique ce retard? C'est des problèmes. Parce qu'il faudra dire où est-ce qu'on a pris les ressources, comment on les a dépensées. Et quelque part aussi, il y a des gens à l'affût, un Pape Malick Ndour et d'autres, qui sont capables de lire techniquement le rapport d'exécution et de dire attention, il y a des problèmes. C'est ça qui m'intéresse justement dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, puisqu'on parle de la société civile, je pense qu'il manque une société civile capacité. Lui, Imam Kanté, quand il dit « j'ai eu la formation nécessaire pour faire ce travail-là », je pense que tous les gens de la société civile qui prennent la parole publique doivent être capables techniquement de parler de ce dont ils parlent. Ce n'est pas toujours le cas. Oui. Parce que ça, ce n'est pas des questions sur lesquelles tout le monde peut parler. Moi, le rapport d'exécution budgétaire, tu me le donnes aujourd'hui, je ne sais même pas que lire là-dedans. Et il faut, comme c'est prévu que ça sorte, il faut que ça sorte. C'est que ce régime a toujours proclamé. Moi, je pense qu'un régime comme le nôtre, qui aurait commencé par dire, écoutez les gars, Sankara, il avait une R5. C'est-à-dire être modeste. C'est de cela dont il parle de sobriété. C'est un peu ça, moi, ma déception par rapport à toutes ces choses-là. Ils sont pas sombres. Moi, je me disais que... Je vous rejoins. Vraiment. Je vous rejoins. Non, mais dans le propre rang, Habib Sy a dit qu'il n'a pas senti une réduction du train de vie de l'État. On ne peut pas le soupçonner d'être anti-pouvoir. Un État ne peut créer 1 million d'emplois publics. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Qui est carrément dans une situation de crise. Il faut le dire aux gens. C'est le secteur privé qui peut créer des emplois. Et si pour cela, il faut modifier le code du travail pour rendre le travail plus flexible, pour qu'il y ait plus d'emplois, mais il faut le faire. Être modeste mais tous ces faces qu'on voit... Moi, il me semble, j'avais entendu au départ que le gouvernement allait interdire toute manifestation parrainée par un ministre. C'est rien. Mais on avait entendu Biram Souley l'avait dit. Mais pour moi... Oui, ils avaient dit ça. Moi, je vois des manifestations parrainées par... Ils avaient dit ça. Symboliquement, c'est important qu'aucun ministre ne parraine des sabars, des django, etc. Ça, il y a quand même des symboles à prendre. Et je pense que depuis un an, malheureusement, j'ai l'impression qu'on reconduit le même système. Et même de façon... un peu plus... J'ai l'impression même que c'est même un peu plus ostentatoire, il me semble. J'ai lu, je le dis, j'ai lu une contribution dans Facebook, je crois que c'est Chérif Salif Sey qui avait repris ça, parce que ce n'est pas lui qui l'avait écrit, et je venais de découvrir que tout directeur est obligé de donner, je ne sais, tant de pourcents de son salaire au parti. Ça, quand même, on ne le dit pas. Si tu le dis, ça veut dire que pour que le parti ait de l'argent, il faut que le maximum de directeurs viennent du parti. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe si un directeur compétent, qui fait des résultats, qui est extrêmement bon, qui est dans ton parti, un jour refuse de verser? On va le virer. Parce qu'il ne donne pas 10%. Logiquement, oui. Donc ça, c'est quand même des choses qui n'auraient pas dû arriver. Quand je vois Benjeloun qui se bat aujourd'hui, Benjeloun c'est quelqu'un de... Je crois que tu le connais, il est dans la société civile, je l'aime bien parce que c'est un peu un libre penseur de la société civile. Se bat dans les Niayes contre Eramet et explique que l'actuel président de l'Assemblée nationale était un cadre de Eramet et que Eramet est en train de polluer et qu'il les défend et que ça c'est une apparence de conflit d'intérêts. Ces choses-là, il fallait les régler et je pense que c'était possible. On n'a pas besoin d'argent pour ça. On a besoin de symboles. Communiquer à longueur de journée, ça ne règle pas le problème. Réduisons le train de vie, montrons que le train de vie de l'État a été réduit effectivement, et je pense que ça va pousser les gens à faire plus. Et voilà. Alors, peut-être pour terminer avec vous, Imam, le régime PASTEF, on le voit, avait promis une gouvernance économique rigoureuse, sobre, un État orthodoxe, un retour à la souveraineté budgétaire, on le dira comme ça. Mais en pratique, peut-être on le voit, il multiplie les émissions d'emprunt. Peut-on déjà parler d'un échec politique ou est-ce trop tôt? En tout cas, peut-on parler d'un échec?
politique ou de gouvernance, en tout cas. Ouais. Échec politique, je dirais pas forcément. Je pense que c'est trop tôt de le dire, parce que politique, c'est assez précis. De ce point de vue-là, je pense que PASTEF et la coalition Diomaye restent encore solides. Ça, c'est clair pour une raison. Pour une raison. Surtout que c'est un parti politico-mystique. C'est encore solide. Politico-mystique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup de leurs membres ont beaucoup plus des considérations mystiques que politiques. Bon, ça, c'est parole d'exégèse. Par exemple, diw mooy diw, diw su ngeen ko xamoon di ngeen xam ne malaaka yi sax dañ ko jox cër, etc. Ce genre d'expression-là, c'est pourquoi je parle d'un parti politico-mystique. J'ai jamais vu un parti au Sénégal avoir ce genre d'expression. Malgré tout, et d'ailleurs on a vu par exemple le Premier ministre dire je suis politiquement indestructible. Et je pense qu'il a raison d'un certain point de vue, même si l'expression me semble en tout cas pas être un exemple de modestie. Mais quand même, il ne l'a pas dit par hasard. Jusqu'à présent, effectivement, c'est solide en termes de popularité. Donc, côté politique, pour l'instant, ça ne vacille pas. Maintenant, on verra, ce sera le temps de grâce par rapport à ça. Parce que c'est surtout les jeunes qui tiennent, qui font cette popularité du pouvoir. Et si ces jeunes, en un moment donné, pensent qu'ils vont vers l'impasse, Dieu seul sait ce qui peut se passer. Maintenant, du point de vue de gouvernance économique, j'ai été quand même étonné par le fait d'entendre le président lui-même, je pense lors d'une de ses dernières sorties, dire que, nous faire un peu la leçon de gouvernance, que tout pays fonctionne sur 3 piliers, n'est-ce pas, l'endettement, la monnaie et la fiscalité. Je dis, mais tiens, donc il n'y a que Macky Sall qui n'avait pas le droit de fonctionner avec l'endettement. Parce que j'ai entendu un de leurs cadres il n'y a pas longtemps aussi dire, oui, j'ai toujours dénoncé le PSE comme étant le programme sénégalais d'endettement. Ça n'a jamais été un programme bon pour le pays. Quand même, considérer que le PSE n'a rien apporté au Sénégal, quand même, c'est limite, quoi. Les agences, train de vie de l'État, ils ont maintenu tout ce qu'ils appelaient budgétivore. Les agences ont été maintenues. À part le Conseil économique et le Haut Conseil. Voilà. Et même là-bas aussi, il faut qu'on se pose la question. Maintenant, tous ces budgets qui étaient prévus ont été repositionnés comment, etc. Maintenant, on voit même le cumul, la question du cumul se pose encore. Il y a certains de leurs cadres qui restent encore dans le cumul, qu'ils avaient dénoncé. Hein? Donc, comme j'ai dit, Habib Sy, qui était un de leurs doyens, a dit il n'y a pas longtemps dans un entretien, je ne sais pas, c'est l'Obs ou quoi, dit je ne sens pas qu'il y a une réduction du train de vie de l'État. On ne peut pas le soupçonner d'être anti-pouvoir. Tout à fait. Donc, on a vu les voitures, les véhicules de l'Assemblée nationale les cortèges, pour le président de l'Assemblée nationale, qui lui-même fait partie des gens qui avaient condamné l'option, n'est-ce pas, des voitures. En disant que oui, on n'en avait pas besoin, et en disant aussi que le budget de l'Assemblée nationale était, qui pouvait le réduire, je pense, de moitié. Au contraire, ça a augmenté. Donc, si on regarde ça objectivement, c'est là où on attend justement les intellectuels pour analyser et nous dire que la dynamique n'est pas bonne, la dynamique de gouvernance, de ce point de vue-là. Maintenant, si on revient à l'endettement, effectivement, ils étaient tellement jubilés par cette question d'endettement qu'ils ont mis ça dans cette affaire de rapport Cour des comptes, dette cachée. Après, ils ont eu du mal, eux-mêmes, à se sortir de cette terminologie-là, qui est devenue un piège, parce que le FMI a dit... Il faut expliquer. Ça m'a donné le frisson. Le FMI a dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mon Dieu, ce n'est pas à l'ordre du jour de décaisser pour le Sénégal. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et le Premier ministre Ousmane Sonko a dit, effectivement, depuis un an, on n'a rien reçu du FMI, des bailleurs, mais nous tenons. Mais attention, d'accord, mais nous tenons dans quelles conditions? J'ai vu personne questionner cette affaire-là. C'est-à-dire, il tient sur quelle base? Mais, mais là, Ousmane Sonko, il tient le Sénégal. Mais il dit, je tiens debout. Mais ça ne doit pas être une question privée, ça doit être une question publique. Quelles sont les conditions financières actuelles du Sénégal? N'est-ce pas? Comment, comme vous le dites, comment actuellement les salaires sont payés? Mais pourquoi les rapports d'exécutif budgétaire, où on peut voir beaucoup de choses, tardent à venir? C'est parce qu'il y a des problèmes. Et je pense que c'est ces choses-là qu'il faut dire clairement, les mettre sur la table, en discuter tout de suite, crever l'abcès, pour que ça ne soit pas trop tard, le jour où on va se lever pour dire qu'on est dans le gouffre, clé sous la paillasse,
parce que c'est la faillite des finances publiques du gouvernement du Sénégal. Ça, c'est, Pensez qu'on et va ça, vers c'est ça, pas, le mais risque est oui, là. moi je le pense. Parce que toutes les semaines, on va sur le marché aller chercher de Mais, l'argent. mais oui, et on voit même des gens dénoncer des emprunts qui ne seraient pas orthodoxes. On leur demande des explications, etc. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et par exemple, vous avez entendu des députés actuellement, par exemple, réclamer les rapports d'exécution budgétaire. On a vu Guy Sagna tenser le ministre de l'Éducation nationale sur des questions de 600 000 francs, café, je sais pas quoi, dans le bureau, etc. Et sur le rapport d'exécution budgétaire, on ne l'entend pas. Qui est beaucoup plus intéressant et qui concerne vraiment la gouvernance financière du Sénégal. Il y a Birahim Seck qui a posé pas mal de questions sans réponse. Donc, moi, je ne veux pas être alarmiste, mais je veux être aussi dans l'anticipation active. Voilà. Et si ces gens-là veulent vraiment conduire le Sénégal à bon port, ils ne doivent pas redouter les critiques. Ils doivent répondre aux critiques de façon sereine et de façon argumentée. Mais quand j'entends un de leurs cadres dire que oui, Thierno Alassane Sall ne sait pas lire un rapport d'exécution budgétaire, c'est pourquoi il raconte n'importe quoi, je me dis, ça tire vers le bas. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Hein. Merci à tous nos deux invités, Imam Makhtar Kanté. Je suis quand même moins pessimiste que Imam sur ça. Sur les comptes publics, ça va quand même. Merci beaucoup à Imam Makhtar Kanté, figure morale et religieuse, écrivain aussi, respectable et respecté. À vos côtés, Imam Makhtar Kanté, Mademba Asniaï, journaliste, consultant. Il n'aime pas le mot journaliste parce que peut-être qu'il ne l'exerce pas, mais il vient souvent. Je ne veux pas que le correct. Non, c'est pas une raison pour qu'on vous ôte votre. D'accord, je suis journaliste. Très bien. Technique Abdelkader, micro Mohamed Aliouba, c'est la fin de Revue Ménage qui revient la semaine prochaine. Bonne journée.